Ma réponse va pas être très claire, c'est que le pronostic vital restera engagé sur toute la période, durant toute l'hospitalisation en soins intensifs, donc spécialement au début de l'hospitalisation, mais on s'attend à des hospitalisations longues pendant lesquelles le pronostic vital restera engagé. Donc, le pronostic vital, juste pour vous donner un peu plus d'informations, il est plus ou moins engagé suivant l'âge des victimes, mais là c'est que des jeunes, suivant la présence d'inhalation de fumée, mais c'est une catégorie de patients qui a beaucoup inhalé de fumée en raison du mécanisme de l'intoxication. Et puis le pronostic vital dépend également de l'extension des brûlures. Alors évidemment que les patients qui ont la chance d'être brûlés sur une plus petite surface ont davantage de chances de survivre. Malgré tout, on peut espérer tirer d'affaire tous ces patients en mettant les moyens qu'il faut pour le faire. En fait, j'avais vu à quelque part que la plupart des patients étaient brûlés à environ 60%. C'est quelque chose que vous confirmez? Oui, je ne sais pas si tu veux répondre, Anthony. Il y a, disons qu'ils sont c'est les grands brûlés. Donc, on parle de grands brûlés pour enfants plus de 10%, et puis les adultes plus de 20%. Disons que la marge est relativement grande, entre 15 et 60-70%. Donc, ils ne sont pas tous 60%, c'est pas vrai. D'accord. Donc, c'est plus ou moins, enfin, voilà, ils sont plus ou moins gravement brûlés. Enfin, ouais, non, ils sont tous gravement brûlés. Du Est-ce moment qu'ils qu'ils ont sont plus 60 ici, c'est qu'ils sont tous 10%? gravement brûlés. D'accord, ouais. Oui. Oui. Quels sont les types de soins que vous avez prodigués en fait depuis l'arrivée des patients ici à Lausanne? Et quel type de soins en fait ils ont ici? On se rend pas vraiment compte qu'on est de l'extérieur. Bon, il y a un problème, un grand brûlé qui arrive au CHUV. Il y a un problème d'abord de réanimation respiratoire, qui est fait en principe par les soins intensifs, pédiatrie et adultes. Après, il y a une réanimation hémodynamique, qui est la partie plutôt vasculaire, parce qu'en fait, il y aura des grands changements vasculaires. Et puis, il y a des bilans ORL à faire. Puis après, on s'occupe de la peau, donc une évaluation de la surface et la profondeur de la peau. Et après, il y a encore l'examen ophtalmique à faire. Et puis, des soins assez lourds. Vous voyez que c'est une grande prise en charge sur toute une équipe. Il y a encore les physios, les ergothérapeutes. Enfin, il y a vraiment une énorme équipe. La diététicienne, tout ça se met en route au moment où un grand brûlé arrive. Donc, en gros, au départ, surtout respiratoire, ORL et pulmonaire. Puis après, le bilan peau. Attendez, juste. Il y a combien de personnels soignants qui s'occupent d'un grand brûlé, en fait? Vous parlez d'équipes pluridisciplinaires et il faut, sur une période de 24 heures, un grand brûlé nécessite combien de spécialistes et d'infirmiers autour de lui? C'est une bonne question. Au niveau réanimation, on est déjà une bonne dizaine aux soins de réanimation. Puis après, tout ce qui est soins intensifs, en tout cas 2 infirmières, plusieurs médecins, physio, ergo, nutrition. Vous voyez, donc c'est une grande équipe. Et puis après, encore le bloc opératoire, où là, on a toute une équipe de bloc, disons 8, 6, 7, 8 personnes. Surtout, est-ce qu'il y a des douches à faire, puis encore des soins de pansement. Vous voyez, c'est une énorme prise en charge. Donc effectivement, ça fait beaucoup de monde pour un brûlé. Mais c'est dans le temps, parce qu'on commence en réanimation, on continue après au bloc, tout ceci s'étale sur du temps. Donc si vous comptez le nombre de gens qui sont occupés ici depuis le début de l'accident, ça fait je sais pas, 60 personnes, 70 personnes. Plus, en plus, toutes les personnes d'organisation qui sont aussi assez complexes, c'est compliqué à organiser. Est-ce que ce serait juste permanence tout soignant par patient? Pour vous donner une idée, si on peut accepter d'avoir aux soins intensifs un patient pour 2 infirmiers, pour ce type de patient, il faut minimum un infirmier. Et puis en phase hyperaiguë, c'est même plutôt 2, avec en plus un aide infirmier pour aider. Donc il faut en moyenne 3 personnes par patient tout le temps, en phase aiguë dans la phase actuelle. À ce à quoi s'ajoute pour chaque soin de pansement au moins 3 fois par jour une équipe d'anesthésie complète, plus toutes les équipes diagnostiques et d'évaluation que vous avez citées tout à l'heure. Ce qui veut dire que
même si une équipe il y a des équipes qui sont auprès des patients en continu et il y a les équipes qui interviennent pour certains soins des patients. Vous avez probablement quelque chose comme 8 à 10 personnes par patient chaque jour. Chaque jour. Et quand je dis personne, c'est poste de travail. Parce que quand on dit une infirmière, 24 heures sur 24, ça veut dire 3 personnes. Donc vous multipliez ce nombre de personnes que j'ai évoqué par ce nombre de postes de travail par 3 personnes à chaque fois. 1 à 3 personnes en fonction de si c'est juste en journée ou si c'est H24. C'est pour ça que ce sont des prises en charge qui sont extrêmement intenses, extrêmement lourdes, extrêmement coûteuses, qui sont possibles actuellement au CHUV aussi parce que nous sommes en période de congé scolaire où il n'y a pas d'autres activités programmées. L'ensemble des équipes du CHUV sont soit auprès des patients qui sont déjà dans les étages ou qui arrivent aux urgences, puisque toutes les prises en charge urgentes se poursuivent, soit auprès de ces patients. D'où l'enjeu de la soutenabilité dans le temps du nombre de patients accueillis. Nous avons officiellement au CHUV 4 places adultes et 2 places enfants, et nous avons 22 patients. Parce que sinon... Les chiffres que vous venez de donner maintenant, les 4 places adultes, 4 places enfants, c'est ce que vous avez à disposition habituellement, en fait, c'est ça? Et 4 adultes, 2 enfants. Et vous êtes passé à 22? Oui. D'accord. Oui, je voulais savoir en fait si les proches avaient pu rentrer en contact avec les personnes blessées. Alors, toutes les familles qui se sont présentées ou qu'on a pu contacter et qui étaient en capacité de se déplacer ont rencontré leurs proches. Il y avait une famille qui était très à distance, mais qui était en chemin. Donc, je pense que toutes les familles, on a encore 2 patients dont on doit rentrer en contact avec les familles, mais c'est géré par les services d'identification et de police. Alors, effectivement, comme... excusez-moi. Vous dites que d'habitude, vous avez que 6 places. Hein. Ça veut dire que vous allez bientôt en transférer d'autres. Enfin, il y a des transferts qui sont prévus. Enfin, le canton du Valais a annoncé une 50aine de transferts en Europe. Vous allez justement, sur les 22, en transférer une grande partie? Alors, c'est l'objet, je laisserai les médecins répondre, et puis le directeur médical qui assure la coordination, c'est l'objet de nos analyses et de la coordination européenne en cours pour que l'objectif, c'est que les patients soient pris en charge au meilleur endroit possible pour garantir les meilleures chances de survie. Vous connaissez les chiffres des patients blessés qui ont tous à peu près le même profil de lésions, plus ou moins exprimées. Il n'y a aucun pays d'Europe qui peut prendre en charge un tel afflux tout seul. Et ce qui est très, très impressionnant, on peut compter sur une grande solidarité au niveau de différents pays de l'Europe. Pardon. Combien est-ce que vous allez transférer de patients d'ici dimanche? Alors, que vous sachiez, le CHUV ne décide absolument rien unilatéralement, donc tout se fait à l'échelon national. Ça a été beaucoup de travail hier de se mettre tous autour de la table. Donc il y a des conférences qui ont lieu, qui sont organisées régulièrement. Et puis c'est tout à fait en concertation avec les autres hôpitaux qu'on décide de transférer ou pas des patients dans d'autres centres. Pour l'instant, évidemment, qu'on a cédé la priorité à tous les centres qui ne sont pas des centres experts brûlés, puisqu'ils avaient des patients qui étaient brûlés sur des grandes surfaces et puis qui risquaient de se trouver en difficulté. Donc, nous, on a accepté de garder plus longtemps, enfin, de rester plus longtemps en surnombre. Le nombre définitif de patients qu'on sera amené à garder ici au CHUV n'a pas encore été déterminé à ce stade. Et comment se passe un transfert de grands brûlés? J'imagine que c'est très délicat. Quelles sont les méthodes pour l'effectuer? Alors, peut-être que je vais laisser la parole. Alors, c'est des transferts effectivement complexes sur le plan des équipements.
C'est des patients qui ont souvent un soutien respiratoire, un soutien cardiaque, circulatoire, des mesures de protection aussi pour éviter des surinfections. Ça nécessite pas mal de ressources humaines également, et puis c'est des transferts pour la plupart d'entre eux qui vont s'effectuer très probablement par des moyens aériens, que ce soit hélicoptère ou avion, dans les pays qui nous entourent, de manière à raccourcir les délais de transport et de transfert. Donc c'est des équipes qu'on appelle préhospitalières, équivalent de REGA dans les pays qui nous environnent, qui vont participer à ces transferts probablement. Là aussi, on a pu compter sur un soutien de différents pays qui ont des dispositifs et les mis à disposition pour ces transports, des avions spécialisés en dehors de la REGA. Voilà. Et vu ce qui a été dit, disons, c'est vraiment des opérations assez complexes qu'on ne peut pas faire seul comme ça. Et c'est pour ça, c'est coordonné au niveau national de la Confédération. Est-ce que vous bénéficiez d'aide de médecins étrangers ici à Lausanne? Alors oui, il y a plusieurs pays qui nous ont proposé spontanément de l'aide, que ce soit du matériel, des infirmiers ou des médecins. À ce stade, on a plutôt décliné l'offre en disant qu'on avait suffisamment de moyens en Suisse pour faire face, disons, en phase hyper aiguë à cet afflux de blessés, parce qu'on est plutôt bien équipé. Par contre, plusieurs équipes sont venues pour venir directement évaluer les patients et ont vu d'organiser eux-mêmes le rapatriement dans leur pays. Donc ça nous a déjà rendu un grand service. Est-ce que vous connaissez leur nationalité de ces pays? Qui nous ont offert leur aide? Je peux le dire, oui. Italie, France, Belgique, que je me rappelle, je ne sais pas s'il y en a encore. Pologne. La Pologne a aussi offert des moyens, la Roumanie, Luxembourg au niveau de matériel, ou disons d'outils techniques. Merci. Il y a d'autres pays comme la Roumanie, Luxembourg ou autres qui nous ont mis à disposition justement des avions spécialisés. Et au-delà du matériel, est-ce qu'il y a vous avez parlé d'organisation de transfert. Est-ce qu'il y a des médecins qui sont sur place pour organiser un transfert vers un pays? Si oui, lesquels? Il y a justement, comme ça a été dit, une équipe italienne qui est venue pour voir les patients qui sont potentiellement prévus pour transférer chez eux. Oui, pardon, il y a aussi des questions en ligne, je me permets. Donc une première question, comment un hôpital universitaire peut-il concilier l'impératif de formation des étudiants avec les exigences de sécurité et de qualité des soins dans la prise en charge urgente des grands brûlés? Bon, je pensais de rappeler que même dans un hôpital universitaire, on a des médecins expérimentés, seniors, puis que l'ensemble des patients sont supervisés par des médecins cadres expérimentés ou des chefs de clinique. Merci. Et une deuxième question, ensuite je rends le micro. Les patients souffrent-ils de la douleur des blessures? Comment cette douleur est-elle prise en charge? Alors, l'immense majorité de ces patients ont été intubés très rapidement après leur admission au CHUV. Du fait, ils bénéficient d'une anesthésie générale et puis d'une analgésie similaire à ce qu'on peut recevoir quand on subit une opération au bloc opératoire. Donc non, ces patients-là ne souffrent pas. Et puis ces patients-là, d'expérience, quand ils se réveillent, généralement, se plaignent pas d'avoir eu de douleur pendant la prise en charge. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Vous avez dit qu'il y avait 8 mineurs, mais en fait, ils sont traités comment? Parce que normalement, vous avez une place, que 2 places pour les mineurs. Ils sont traités comme des adultes. Après, c'est clair, ils ont peut-être 16, 17 ans, donc c'est pratiquement des adultes. Donc, ils sont traités avec les adultes ou en chirurgie pédiatrique, pardon.
En fait, par chance, on a des mineurs, mais c'est des adolescents, en fait, hein. Donc, qui ont un âge entre 15 et 18 ans. Et de facto, c'est un âge où on a l'habitude de prise en charge tantôt par les adultes ou tantôt par la pédiatrie. Donc, pour nous, c'est pas un gros souci que ce soit l'équipe pédiatrique ou l'équipe adulte qui s'en occupe. On le fait de manière enfin, selon la distribution des lits disponibles. Et puis, ça prétérite pas le devenir des patients. Maintenant, les enfants sont aux soins intensifs de pédiatrie, les adultes aux soins intensifs adultes, d'accord? La prise en charge à Lausanne et les communes adultes-enfants. On fait ça complètement linéaire, avec un travail commun sur les techniques, sur les traitements, les discussions aux soins intensifs aussi. Donc c'est vraiment très linéaire et complètement horizontal. C'est le but. Maintenant, ils ont été pris en charge par les équipes pédiatriques et les équipes adultes différenciées. J'aimerais revenir un petit peu sur ces patients qui ont été brûlés, qui, donc, vous l'avez dit, hein, qui souffrent tous la même pathologie, des mêmes symptômes. Vous pouvez nous décrire un petit peu comment ça se passe de manière peut-être un petit peu plus concrète, la prise en charge. En fait, vous avez parlé des 3 fois, des changements de pansement. Ils ont des brûlures des voies aériennes, la trachée brûlée. Vous parlez d'oculaire, donc j'imagine qu'ils ont le visage également brûlé, tout ça. Donc comment ça se passe en termes de quotidien, tout en restant respectueux et des patients, mais de savoir comment on fait avec des patients comme ça qui ont tous la même pathologie, qui souffrent tous des mêmes choses, et comment au quotidien on les soulage et on les prend en charge en fait. Bon, la question est grande parce que le traitement est sur le long terme. Hein, donc, mais disons qu'encore une fois, en réanimation, ils arrivent, ils sont évalués au niveau respiratoire, hémodynamique, équipés. Puis après, on les met à la douche. Et là, on va s'occuper de la peau pour laver la peau, nettoyer, et puis évaluer la surface brûlée et plus ou moins la profondeur qui n'est pas facile à évaluer au départ. Et puis, s'il y a des zones qui sont très brûlées, il faut des fois ouvrir la peau pour que la peau respire. Autrement, ça peut, si les vaisseaux sont comprimés, ça peut compromettre la vascularisation. Une fois qu'ils ont été évalués, ils sont aux soins intensifs. Là, ils sont réévalués dès le lendemain, voire 2 jours après. On peut les remettre, refaire des pansements, refaire des douches. On refait l'examen ORL pour voir au niveau respiratoire comment ils vont. Vous voyez, c'est un suivi qui est continu. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de monde tout le temps pour les suivre, pour les contrôler, avec en plus des équipes qui les voient de manière plus épisodique, notamment à la douche et au bloc opératoire. Le bloc opératoire, c'est pour ouvrir la peau. Le bloc opératoire, c'est pour ouvrir la peau. Alors la douche, c'est pour laver, nettoyer, et le bloc opératoire, c'est pour faire les pansements propres et stérilement. Donc tous les gestes finalement de pansement, de soins, d'ouvrir la peau se font effectivement au bloc opératoire. Il y a plusieurs personnes qui disaient il faut plus aller maintenant faire du ski parce qu'il y a un risque de surcharge dans les hôpitaux. Vous confirmez ça ou en fait finalement vous avez encore beaucoup de moyens à disposition? Alors, on a dit tout à l'heure, on a normalement 4 places de grands brûlés. Chez les adultes, 2 places chez les enfants, un certain nombre, et nos places habituelles de soins critiques. Ces places de soins critiques, elles servent pour les grands brûlés, elles servent pour les urgences, que ce soit adultes ou enfants. Elles servent aussi pour les interventions programmées. Elles sont nécessaires. Il y a beaucoup d'interventions chirurgicales ou non d'ailleurs, qui sont faites en hôpital universitaire, qui nécessitent post-intervention une surveillance ou un séjour de fait en soins intensifs, en soins intermédiaires et en soins continus. Aujourd'hui, on a eu la possibilité de rappeler toutes nos équipes pour remplir presque toutes nos places avec ces patients brûlés, même s'il en reste pour le fonctionnement des urgences de l'hôpital. Il est bien évident qu'à partir de lundi, on avait des opérations programmées, que la question du maintien de cette intervention, et notamment des interventions qui nécessitent des soins critiques, se pose. La stratégie du CHUV précise en matière de déprogrammation est encore en cours d'analyse, donc je ne vais pas vous faire d'annonce sur ce qu'on conserve ou ce qu'on ne conserve pas. La question, elle est en réalité triple. On a une question éthique. Aujourd'hui, un patient grand brûlé, on sait que le seul endroit où il est bien pris en charge, c'est dans un centre de grand brûlé.
Nous, on sait le faire, mais on sait le faire pour un nombre défini de patients, puisque si on est capable de conserver ce nombre de places un certain temps, ce sera tôt ou tard au détriment des autres prises en charge qui ne pourront pas être réalisées, puisqu'on ne peut pas démultiplier les places, les équipements qui sont des localisations géographiques et des équipements très spécifiques et très lourds. Il faut des places au bloc opératoire, il faut des anesthésistes, il faut des chirurgiens. Voilà, il faut qu'on puisse prendre en charge tous les patients. Donc aujourd'hui, on est capable d'assumer les urgences qui se présentent et on fait en sorte que ce soit possible. Mais on voudra pouvoir aussi prendre en charge les autres patients qui relèvent d'une mission universitaire et qui auront besoin de sa place et de ses ressources humaines et ses ressources en matériel. Donc il faut tenir dans la durée, il faut que ces patients soient à la bonne place, il faut que nous, on définisse encore la meilleure stratégie dans le cadre de la coordination suisse et européenne qui est en train de se mettre en place. On me dit qu'on est arrivé au bout du temps pour les questions. Si vous souhaitez faire des interviews individuelles. Merci.